Bonjour et bienvenue dans le podcast Bouger pour grandir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, moi et ma collègue ergo, Véronique Grandmont, on s'est amusé à brasser et à vulgariser des notions théoriques comme on fait souvent ensemble à tous les jours, mais cette fois-ci en s'assurant de toucher de près, mais parfois ça va être d'un peu plus loin, au sujet de la motricité. Tu verras, c'est un épisode ressourçant et assez long pour te permettre d'apprendre ou de réviser des concepts en prenant une marche, en faisant la lessive ou en route vers le travail. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé et de l'éducation qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véronique! Salut! C'est ta première journée de retour de vacances. Et oui! Et là, je t'attends avec un enregistrement de podcast. Ah, ben, parler, ça fait toujours du bien. Oui, je sais, t'aimes ça parler. Oui, écoute, on va s'amuser, je pense. On va parler de motricité. Ben, c'est sûr, c'est le sujet du podcast. Mais ce qu'on s'est dit, parce que le podcast est quand même relativement nouveau, c'est que ça pourrait être intéressant de brasser un peu du vocabulaire qui touche la motricité, des mots qu'on est sujet probablement à dire éventuellement dans d'autres épisodes, des mots qu'on lit souvent quand on lit des textes qui touchent de motricité. Ben moi, j'ai le goût qu'on parle de motricité, mais à la saveur de la rentrée. Avec l'alphabet, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. On pourrait utiliser les lettres de l'alphabet, faire comme un A à Z de mots, de concepts, de notions en lien avec la motricité. Ouais, cool. On essaie ça, vraiment. On va voir ce que ça va nous donner. On se lance. Ah, on a choisi le mot amplitude. Pourquoi ça devrait nous intéresser, ce terme-là, en lien avec la motricité? Ben oui. Amplitude, moi, je définirais ça comme les différentes directions dans lesquelles un membre peut bouger. En fait, jusqu'à où il peut bouger dans les différentes directions. C'est jusqu'à où qui est le concept important. Oui. Par exemple, si je te parle de l'amplitude du coude, peux-tu appliquer ce que tu viens de dire au coude? Tu veux des degrés ou tu veux? Si tu veux. En fait, si on pense que le coude, il plie et il déplie, ben on pense qu'il peut aller dans le fond, à 180 degrés. Oui, tout à fait. Mais j'ai déjà rencontré des enfants qui vont peut-être un peu plus que 180 degrés d'ouverture. Oui, tout à fait. L'amplitude, des fois, elle peut être supérieure à ce qui est anatomiquement habituel. Mais là, on passe à la lettre H. On en parlera on parlera d'hyper-extension parce que là, on parle de l'amplitude d'un mouvement d'extension. Hein. Je suis en train d'ouvrir et fermer mon coude. Ouais. Alors, c'est ça qui nous inspire. L'idée, c'est que le corps humain a une amplitude pour chaque articulation qui est naturelle, généralement optimale. Si on a trop d'amplitude, on en reparlera tantôt, mais on pourra perdre un peu de stabilité. Puis si on n'en a pas assez, on va perdre de mobilité. Et puis, Josiane, sais-tu quoi? Quoi? Articulation aussi, ça commence par A. Voilà. C'est génial, ça fonctionne. On passe-tu à B? B, le mot biomécanique? Ben, OK. Fait que dans le fond, dans la biomécanique, on étudie des forces. OK. Ben, si on l'applique à l'humain, c'est comment, dans le fond, les parties du corps bougent en fonction de comment ils sont placés, puis avec quelle force va être utilisée pour bouger ces parties du corps-là. En fait, ça me fait penser que le mot biomécanique, je l'utilise souvent lorsque je parle de l'efficacité d'une prise du crayon. Donc, comment les doigts sont placés, si le pouce est croisé par-dessus, s'il y a beaucoup de doigts qui sont en contact avec le crayon ou pas. Ça influence le niveau d'énergie qui va être requis pour produire les tracés. Et ça, ça devient significatif quand l'enfant a besoin d'écrire longtemps. Dans le fond, comment tes doigts sont placés, ça l'influence comment ils vont forcer.
Ben, en fait, les individus ont pas tous le même tonus musculaire. Ah non, zut, j'ai sauté à la lettre T. Une lettre à la fois. Non, mais c'est parce que la biomécanique des gens diffère d'une personne à l'autre, mais je pense qu'ils ont un standard. C'est pour ça que dans le fond, on a des normes, hein, parce que la plupart des gens, on va dire qu'ils sont faits comme ça, leurs muscles et leurs articulations fonctionnent comme ça. C'est pas toutes les gens qui ont les mêmes structures. T'as raison, ça donne le goût de parler de tellement de sujets en même temps. Donc, la biomécanique optimale, par exemple, pour une prise du crayon, va l'être parce que il y a un certain tonus et stabilité dans les articulations d'une personne. Pour une autre, pour un enfant qui y aurait moins de tonus, peut-être que ce qui va devenir le plus efficace, biomécaniquement parlant, va être autre chose. Je te donne une lettre. OK. C, pour ceinture scapulaire, c'est à mon tour de te demander. Ceinture scapulaire. La ceinture du pantalon, hein, c'est celle-là qui tient les pantalons au tronc. Ben, la ceinture scapulaire, c'est l'ensemble des muscles, des os, donc toutes les structures biomécaniques qui soutiennent les bras au corps. On pourrait avoir une ceinture aussi au niveau pelvien. Donc, qu'est-ce qui attache les jambes au corps? Ce sont des groupes là, de muscles. Fait que si on revient à la ceinture scapulaire, ce que ça comprend, ce sont les omoplates, les clavicules, le premier os des bras, donc les humérus, et la partie supérieure du sternum, l'os là qu'on a en avant entre les côtes. Puis, il y a tous les muscles qui entourent ça et qui retiennent les bras au tronc. Alors, ceinture scapulaire, ça nous intéresse parce que ça résume ça en 4 mots, Josiane. La ceinture scapulaire stabilise le bras pour optimiser les mouvements de la main, la motricité fine. OK, c'est plus que 4 mots, mais c'est quand même moins tantôt. OK. Dissociation. ABCD, dissociation. C'est à mon tour, j'imagine? Ouais. Moi, c'est un de mes préférés, celui-là. OK. Ça donne bien. Ben, moi, ça me fait penser quand on joue du piano. Si, mettons, on fait la gamme, si on est capable de bien entendre tous les sons clairement, ça veut dire que chacun des doigts a fait un mouvement bien dissocié. Mais si on entend une note par-dessus l'autre ou pas égale ou... parce que en fait, c'est d'être capable de faire fonctionner volontairement une partie de ton corps sans que d'autres parties le fassent, sans que tu aies donné la permission. Donc là, tu me parles de dissociation des doigts. Oui, je te parle des doigts, mais c'est vrai, c'est partout. On peut concevoir la dissociation en termes de parties du corps. Est-ce qu'on pourrait dire dissociation de la tête du tronc? Oui. Si je te dis, Véronique, regarde par là, et que tu tournes juste ta tête, tu as dissocié ta tête de ton tronc. Ouais. Mais si tu tournes tout le tronc, là, t'as pas dissocié. Donc, il y a, par exemple, dissocier une partie du corps, comme les doigts les uns des autres, le bras de l'épaule, ou la tête, ou même les yeux de la tête. Mais pour faire ça, effectivement, il va y avoir des groupes de muscles qui vont devoir se dissocier des autres pour travailler. Oui, c'est ça. Il y a 2 niveaux, comme tu dis. C'est ça. Mais pour résumer, la pertinence de s'intéresser à la dissociation, c'est que plus on est dissocié dans nos mouvements, plus on va avoir de capacité de précision dans nos mouvements. Tout à fait. Ouais, ça, c'est hyper bien résumé. La dissociation égale la précision. Et je dirais la coordination aussi, comme par exemple pour faire du break dancing, l'activité par excellence, je pense, pour observer la dissociation. Passons à la lettre E. OK, on y va. On en reparlera. C'est E pour équilibre. Josiane, je te laisse. Vas-y. Ben, l'équilibre, c'est la capacité de maintenir une posture stable en contrôlant le centre de gravité par des ajustements musculaires et sensoriels. Par exemple, si je me tiens debout sur un pied, même si ce sont des petits mouvements, je vais avoir des mouvements gauche-droite, devant-derrière qui vont être très, très, très petits. Mais mes systèmes sensoriels vont donner constamment du feedback à mon corps pour savoir où est le corps exactement dans l'espace et tenir compte du plan. Donc, je veux rester debout sur un pied et ajuster constamment les petits muscles pour faire que je n'irai pas trop loin par en avant ou par en arrière. Et je pense que l'équilibre
rapidement parlant, on peut percevoir quelque chose de statique, quelque chose qui est immobile, mais en même temps, l'immobilité de l'équilibre se trouve dans la micro-mobilité de la posture, toujours en réaction, en ajustement avec les informations sensorielles du moment. EF, fluidité. Ouais, fluidité, ça veut dire que quand tu fais un mouvement, il n'est pas saccadé. En fait, la fluidité, c'est une qualité de mouvement. OK. Puis, oui. C'est quand ton mouvement, il est bien contrôlé pour qu'il ne soit pas saccadé. Ça veut dire que tous les muscles travaillent ensemble d'un côté et de l'autre pour amener des forces qui vont faire que ton mouvement sera pas saccadé, il va être fluide. Ça veut dire que on pense à une ballerine qui est gracieuse. Quand on pense à la fluidité. Oui, puis l'inverse, moi qui danse, ça serait le contraire de la fluidité. Mais en termes de motricité fine, est-ce que la fluidité est quelque chose qui vient en ligne de compte? En lien, répète ta question. En lien avec la motricité fine. Oui, ben tout à fait. Parce que en fait, ça aussi, la fluidité, ça a un impact sur la précision. Bon, dans l'écriture, c'est sûr qu'une écriture qui est saccadée versus une écriture qui est fluide, on voit ce que ça a l'air. Elle n'est pas continue, elle est par petits coups, elle n'est pas... c'est ça. Mais ce qui vient en tête de partager, c'est qu'on a récemment travaillé sur un sujet ensemble, puis on a lu une étude qui parlait de l'évolution du développement de l'écriture. Ouais. Et que durant l'apprentissage de l'écriture, on voyait une imagerie où les premiers mouvements, par exemple, durant la formation d'une lettre pour un enfant, c'était une série de petits tracés qui, au bout du compte, formaient un A. Oui. Donc, il n'y avait pas de fluidité. C'était des petites planifications motrices. Pip, 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 puis au bout du compte, on a des micro-angles dans le tracé qui fait que ça donne justement une lettre puis un tracé de débutant. Et plus l'enfant vieillit, plus il exerce son écriture, plus il développe sa précision, son contrôle moteur dans son geste d'écriture, plus le mouvement devient fluide et plus il est joli, lisible. Ben en fait, dans tout ce qui est mouvement, dans tous les sports, plus on répète un mouvement, si on a une condition neuromusculaire normale, plus on va devenir fluide dans nos mouvements. Ouais. Si je pense au karaté, par exemple. Oui. Il faudra faire un épisode sur le karaté et les bienfaits pour le développement moteur. Clairement. Oui. On passe à l'autre. Gravité. Je te le laisse. Vas-y. Ben, la gravité, c'est la force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Et c'est une force auquel l'être humain est soumis depuis sa naissance. Donc, avant la naissance, bébé flotte à l'intérieur de l'utérus comme les astronautes flottent dans l'espace. Lorsque bébé arrive, il doit commencer à ajuster ses systèmes sensoriels pour percevoir la gravité, trouver sa verticalité et s'y ajuster constamment. Et cette perception-là de la gravité, c'est ce qui nous permet justement d'être en équilibre. Ouais. Et là, c'est difficile de pas poursuivre le sujet sans tomber dans celui de la perception sensorielle et de tout ce qui permet ça. Ouais. Mais je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, mais la perception de la gravité, je pense que continue dans cette phrase-là. La perception de la gravité fait que la perception de la gravité. Oh, attends, tu m'as eu là. La perception de la gravité joue un rôle dans le contrôle du mouvement. Alors, si tu es un astronaute et que tu ne perçois pas la gravité, et ça va te prendre un bon petit moment avant d'être précis dans tes mouvements ou il faudra que tu les aies répétés sur Terre beaucoup de fois parce que t'as un indice de moins pour te dire comment tu bouges. Hein? Donc, oui. Vraiment, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dans l'eau aussi. La gravité joue pas de la même façon. De là, c'est une nouvelle façon de bouger et le corps apprend à planifier ses mouvements en fonction de la gravité sur Terre. Et si il passe beaucoup de temps dans l'espace, il apprend
à ajuster sa planification motrice en fonction de l'absence de gravité. Mais dans l'eau, il y a un peu des deux. C'est complètement différent. Dans l'eau, je me suis jamais posé la question, mais dans l'eau, il faut forcer parce que ça remonte. En fait, il y a la même gravité qui agit, mais on a toute une composante de... Faudrait demander à un ingénieur en physique aquatique. Alors, on lance l'appel pour un collaborateur pour aborder ce sujet-là, mais là, on va poursuivre parce que c'est pas notre expertise. Qu'est-ce qui vient après? L'hyperextension. Ouais, peut-on poursuivre le sujet de l'amplitude et de l'hyperextension? On l'a-tu assez discuté tantôt? Ouais, on a comme dit tantôt, mais tu sais, hyperextension. Concrètement. Tu décortiques le mot. Hyper veut dire au-delà de, extension veut dire qui s'éloigne du corps. Ouais, le contraire de la flexion. C'est ça. Donc, ben voilà, fait que ça veut dire que ça va au-delà de l'amplitude dans laquelle l'extension est supposée aller pour une articulation en particulier. Oui, exemple concret, dans nos évaluations en ergo, ce qu'on est sujette à rencontrer souvent, c'est par exemple un enfant en mise en charge sur ses bras. Donc, la mise en charge avec mon poids de mon corps sur mes bras. Qu'on met son... C'est ça. C'est que le coude n'est plus à 180 degrés. Il est un petit peu au-delà. On peut le voir dans les genoux aussi, et où on le voit souvent, c'est au niveau de la prise du crayon. On peut avoir l'index ou le pouce, la dernière articulation, qui vont aller en hyperextension. En fait, moi, j'ai tendance à penser à l'hyperextension comme qualifiant un mouvement. Mais comme quand on est statique, on fait pas de mouvement. Donc, quand ça dépasse l'amplitude, j'ai tendance à plus avoir référence à l'hyperlaxité ligamentaire. Ah, mais là... Parce que l'hyperextension, c'est du mouvement. Alors, je sais pas, ça... Mais en fait, c'est la finalité du mouvement d'extension qui se retrouve au-delà de l'amplitude serait qualifiée d'hyperextension. Quand on parle d'hyperlaxité ligamentaire, parce que ce qui stabilise une articulation, ce sont des ligaments, des tendons, des muscles, et ça serait que le ligament est un peu moins élastique, moins soutenant au niveau de l'articulation, donc il permet l'hyperextension. Dans certains cas, parce que tu peux avoir une hyperextension chez des gens qui n'ont pas nécessairement d'hyperlaxité ligamentaire si on pense aux sportifs. Mais en fait, est-ce qu'on peut s'entraîner pour augmenter son extension? Et là, il y a le sujet des contorsionnistes qui font des choses. C'est à eux que tu pensais. Oui. Bon, alors on lance un autre appel pour discuter d'hyperextension avec un contorsionniste éventuellement. Mais d'ici là... on va passer à l'autre lettre? Oui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, intégration bilatérale. Oh, il est cute, celui-là. Vas-y. OK, bon. Intégration bilatérale. Bilatérale. Deux. Latéral, côté. Deux côtés. Donc, ça veut dire que mon corps est capable de utiliser les deux côtés d'une manière fonctionnelle. Parce que je pense que quand on dit intégration bilatérale, quand on fait les choses à deux mains, on les fait pas toujours de la même façon. OK. Parce que des fois, il y a des choses qu'il faut faire en même temps. Et il y a d'autres choses qu'il faut faire des actions différentes des deux mains. Comme genre découper? Comme genre découper. On a une main tourne le papier. Voilà. OK, fait que continue ton explication. Et comme si tu attrapes un ballon, ben là, tes deux mains, il faut qu'ils soient synchronisés pour attraper en même temps. Fait que toi, t'as défini bilatéral, puis le mot intégration, moi, j'ai le goût de mettre l'emphase sur le fait que quand quelque chose est intégré, ça veut dire que ça fonctionne bien ensemble et que le corps a réussi justement à coordonner, à planifier les mouvements des deux côtés du corps, que ce soit dans un contexte symétrique ou asymétrique, quand c'est complémentaire, pour que la fonction soit possible. C'est bon. Ça complète bien. Ouais. Bon. Et pour que l'intégration bilatérale puisse se mettre en place, je vais faire un petit saut. Ça va prendre une bonne dissociation des deux côtés du corps.
Alors, j'articule la prochaine lettre comme il faut. Vas-y. J pour jongler. Ouais, c'était pas facile de trouver un mot qui parle de motricité. Mais bon, celui-là. Commence par J. Je pense que pour jongler, il faut une bonne intégration bilatérale. Ah, c'est clair. Il faut une bonne intégration bilatérale et il faut une bonne intégration visiomotrice. Ah. C'est pas le mot V, ça? Ouais, non, je suis pas sûre. Je vais tricher, je vais regarder. Ah ouais, t'as raison, c'est V. Bon, on fait un petit peu de... Un peu, on prend de l'avance parce qu'il faut que je vois mes balles et je les attrape au bon moment puis je les coordonne. Est-ce que ça prend de la fluidité pour jongler? Oui, clairement. Mais en fait, ça prend un bon timing. Ouais, du rythme. Oui, parce que en fait, ça c'est intéressant, le rythme. On l'a pas mis dans R. Je suis très déçue. Parce que le mot qu'on a choisi pour R était trop important pour OK, parce que écoute, le rythme c'est important parce que le rythme, c'est vrai que ça définit un peu la fluidité, ça va tout ensemble. Mais bon, parce que c'est un mouvement répété. Oui, mais si tu le répètes pas au bon moment, ben la balle tombe. Ouais, effectivement, c'est une activité complexe qui est pas à la portée de tous les gens. Ça prend beaucoup d'entraînement parce que ça prend vraiment des capacités motrices très, très raffinées à tous les niveaux. On devrait faire un autre épisode. Non, on se cherche un jongleur. Non, mais genre, on devrait décortiquer comment apprendre à jongler en 6 étapes. Ça pourrait être intéressant. Ouais, j'ai un petit cahier, un petit livre à un moment donné que j'avais acheté où j'avais commencé les premières étapes et rendu à l'étape 2. Je pense que c'était mon maximum. Ouais, moi aussi, j'avoue que je me suis pas rendue très loin dans le processus. Mais effectivement, c'est très nourrissant pour le développement et le maintien de la motricité. Ouais. OK, prochaine lettre. À rediscuter. Kinesthésie pour K. On est chanceuse qu'on a un mot comme ça pour le cas. Ah oui. Parce que kangourou, ça faisait pas. Non, pas on aurait parlé de saut. Moi, j'aime ça. Quand, en fait, c'est vraiment mon réflexe. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Bon, je sais ce que kinesthésie veut dire, mais quand je ne sais pas ce qu'un mot veut dire, je décortique le mot. Ouais, c'est une bonne idée. Et, kinesthésie. Kiné, mouvement. La sthésie, la sensation du mouvement. Ouais. Alors, voilà. Alors, c'est la sensation des mouvements de son corps. Comment tu perçois que ton corps bouge dans l'espace. Et c'est utile parce que quand on parlait là de rétroaction sensorielle à un mouvement, c'est que si je perçois pas comment s'est produit mon mouvement, dans quelle direction, à quelle vitesse, ben c'est difficile de l'ajuster. La kinesthésie, c'est parfois quelque chose qu'on observe en évaluation en ergothérapie ou les médecins aussi dans d'autres contextes, les physiothérapeutes aussi. Par exemple, je pourrais dire ferme tes yeux et prendre ton bras. Et là, ce qu'elle perçoit finalement, c'est le tactile de ma main. Elle sait que je tiens sa main. Ça fait du bien. Je sais que t'aimes ça. Mais pour être capable de me dire si je l'ai monté ou je l'ai descendu, ou est-ce que je l'ai monté vite ou descendu vite ou lentement, c'est ta kinesthésie qui va te permettre de percevoir ça. Et il y a d'autres mots aussi qui est utilisés dans le domaine des sciences médicales du mouvement, si je peux dire ainsi, mais comme le sens de la proprioception, c'est intimement relié au concept de kinesthésie. Mais on parlera pas de ça. On pourrait entrer la kinesthésie dans un type de proprioception. Ah oui, t'as déjà fait un blog là-dessus? Oui. Mais on reviendra, c'est sûr, sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant et significatif et pertinent pour l'accompagnement des enfants en difficulté, puis le développement de l'enfant en général. Je te lance la prochaine lettre. L pour latéralité. Latéralité, on pense à dominance manuelle. Quelle main je préfère utiliser d'emblée pour faire des activités à une main? Mais on pourrait le briser, le concept, en des parties plus petites. Fait que l'enfant commence à préférer une main pour une activité. Donc, je préfère ma main droite pour manger, je préfère ma main gauche pour dessiner. Mais quand ma main
c'est toujours la droite qui est la dominante. Mhm. À ce moment-là, on dira que j'ai une main dominante à droite. Mhm. Et lorsque ça s'applique aussi à l'œil, à l'oreille, au pied du même côté, là, on dirait que la personne est complètement latéralisée, bien que la majorité des gens dans la population ne sont pas complètement latéralisés. Sais-tu, la latéralité, est-tu indissociable de la dominance quand on parle de ce concept-là? Il y aurait préférence manuelle, préférence de l'œil, préférence du pied, préférence de l'oreille pour une activité en particulier. Ouais. Après ça, il y aurait dominance d'une partie du corps. OK. Donc, pour toutes les activités de précision, ça serait toujours la main droite. Mhm. Puis après ça, il y a latéralité qui serait de favoriser toujours le même côté du corps pour tout ce qui est latéralisable, comme tout ce qui est ouais. pairé, œil, oreille, main, pied. Donc, un côté qu'on utilise de prédilection pour l'activité de voir quelque chose de précis. Donc, s'il faut que je regarde dans un petit trou, quel œil je prends? S'il faut que j'écoute à travers une porte, quelle oreille je prends? Si je dois kicker un ballon, quel pied je prends? Si je dois écrire, quelle main je prends? Si je suis jamais sûre quel pied je vais prendre ou quel œil je vais prendre pour regarder dans le trou. Ben là, on Ça dirait dit que quoi? ta dominance oculaire ou manuelle n'est pas encore établie. Et le terme latéralité peut s'appliquer de deux façons différentes. Donc, on peut dire quelle est la c'est pas facile. La latéralité de cet enfant-là pour sa main, mais on peut le voir aussi d'une façon que si l'enfant est complètement latéralisé, il aurait l'œil, l'oreille, la main, le pied, tout du même côté. C'est une façon de voir les choses. OK. Je voyais pas ça en 3 étapes. C'est intéressant. Cool. Comment? Ah, ben là, on va s'en donner un facile pour la prochaine. Motricité. Oh. Motricité, c'est le sujet du podcast. Voilà. En 3, OK, défi. Motricité en 5 mots. Josiane, t'es capable. Go. L'ensemble des compétences motrices d'une personne. Ah! Quoi? Je pense que tu vas dépasser. L'ensemble des compétences. Qui lui permettent de déplacer son corps dans l'environnement et d'agir sur l'environnement. T'es rendu à 11? Ben oui, mais 5 mots, c'était pas possible. OK, on change de sujet. 16. N. Neurodéveloppement. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est la liste des jalons moteurs de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge, entre 0 et 8 ans. Si tu ne l'as pas déjà, tu peux aller joindre ma communauté et le récupérer au www.josianecaroncentre.com/guide. Développement. On a sorti un gros mot, mais c'est parce que, encore là, on n'avait pas beaucoup d'alternatives pour le N. Comment le neurodéveloppement soutient le développement moteur? Tiens. Le neurodéveloppement, c'est le développement du système nerveux. Développement du système nerveux, ça, c'est 3 mots. Bon. Maintenant, je pense aux 13 mots. Parce que neuro va avec système nerveux. En fait, si l'homme avait pas de système nerveux, il pourrait pas interagir avec son environnement. Et c'est vrai de la plupart tous les individus vivants. Parce qu'ils ont besoin d'un système nerveux pour recevoir l'information sensorielle et agir sur leur environnement. Ouais. Agir, c'est les muscles qui font ça. Recevoir l'information sensorielle, c'est les capteurs de nos sens. Donc, le neurodéveloppement, c'est ce qui touche tout ce l'harmonie de tout ce développement-là, mais sur une chronologie, en fait. Tu sais, je pense que l'être humain se développe. Tu sais, là, ils ont dit que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans avec les nouvelles découvertes scientifiques et tout. Donc, c'est super intéressant de mettre les choses en perspective parce qu'une certaine portion de notre corps vont devenir à maturité à un certain point, mais d'autres vont continuer à se développer jusqu'à un certain âge. Fait que quand on comprend ça, quand on comprend le neurodéveloppement, on peut mieux assister les gens à développer leur potentiel. Ah, c'est beau comment tu dis ça.
autant moteur que cognitif, hein? Parce que c'est très lié. Oui, Ouais. oui, mais tu sais, moi, c'est sûr que le moteur précède le cognitif, Oui. là, c'est De là, la chronologie Voilà. que tu indiquais. Ouais. OK. Oh! On hésitait. On a squeezé les deux. On peut-tu les définir ensemble OK. dans le contexte de la motricité? On a oral moteur puis oculomoteur. Ce sont Comment tu veux les des définir? types de mouvements. Oui, tout à fait. Les mouvements Des des mouvements yeux, oraux. puis des mouvements des muscles de la bouche. Voilà. Parce que les yeux ont des muscles. Ça, c'est peu connu des gens. Mais en on y fait, pense moins. on y pense C'est moins moins intuitif. parce que on pense toujours, ah oui, est-ce que nos yeux voient bien de loin, de proche? Mais même pour ça, il y a des muscles qui sont minuscules dans les yeux, qui servent à ajuster la lentille pour voir de loin puis de proche. Puis il y a d'autres muscles qui sont à l'extérieur des yeux qui servent à les faire bouger pour lire, pour voir tout ce qui nous entoure. Oui, ça là, c'est tellement intéressant. Ah oui, On y revient, OK? Ouais, trop long à expliquer. Parfait. Donc, ce sont les muscles qui font bouger les yeux, puis les muscles qui font bouger la bouche. Ah oui. Les muscles oromoteurs. La langue. La langue. La langue est un muscle, croyez-le ou non. Je crois. Ah oui. Puis, la posture, On peut définir ça simple, la posture. on peut définir ça simple. Je pense que pour posture, c'est de la distinguer avec le mot position. Parce qu'une position, c'est quelque chose de statique, de immobile, puis une posture, c'est quelque chose qui serait plus dynamique. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Parce que Ah non. Ouais, hey, tu me fais réfléchir aujourd'hui, mais oui, non, en fait, non, c'est tout à fait logique. En fait, ce qui est intéressant, parce que la posture, c'est qu'est-ce qui te permet de rester immobile, mais comme tu as parlé de micro-ajustement tantôt, c'est que c'est ça, c'est toute la musculature qui permet de rester immobile. Fait que l'immobilité. L'immobilité du corps. Si je te dis, reste assis tranquille, bouge pas. Reste assis sur ta chaise, immobile. Est-ce que c'est une position ou c'est une posture? Est-ce que pour rester comme ça, t'as des micro-mouvements qui sont toujours actifs, qui en tout temps mesurent la gravité, qui mesurent les changements naturels, puis tu te réajustes tellement que tu as l'air de pas trop bouger. Moi, je pense qu'on utilise notre posture, notre contrôle postural pour prendre et maintenir des positions. Et là, les spécialistes du yoga pourront parler de ça en se disant, prends la position du cobra. Si on prend une photo, on a vraiment une position, mais pour maintenir la position du yoga, je dois avoir une posture, un contrôle postural qui est actif. Et je pense qu'en dehors d'une photo, on parlerait toujours de posture. La posture, c'est quelque chose de dynamique qui est actif. Et si les muscles se relâchent, puis ils arrêtent d'être actifs, ben à ce moment-là, on perd notre position. Tu t'effoies, hein, comme tu disais tantôt. Exactement, en bon québécois. Je sais pas si les Français utilisent d'autres mots que effoirer. Adopter une position de léthargie. Je sais pas. On pourra poser la question à nos amis. OK. Qualité de mouvement. On a parlé de fluidité tantôt. Tu sais, je pense que si on veut parler de qualité versus quantité, la qualité, c'est le comment un mouvement se fait. OK. Et le comment, c'est est-ce qu'un mouvement est saccadé? Est-ce qu'un mouvement est fort? Parce que ça, c'est comment? Est-ce que c'est fort ou c'est pas fort? Fait que la force, c'est une qualité du mouvement. Donc, ça serait le comment. Puis, il y aurait plusieurs façons de définir le comment. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Oui, non, tout à fait. On pourrait l'appliquer rapidement, par exemple, à la préhension de la cuillère. Donc, es-tu capable de manger ta soupe avec une cuillère? Puis là, on pourrait parler de, oui, tu as mangé ta soupe, il n'y a pas eu de problème, mais la qualité de l'appréhension peut avoir varié.
notamment en fonction de ton âge. Si avec toutes les Ouais, mais mains, c'est intéressant la ce que tu veux qualité. dire parce que la qualité de quelque chose est en fonction de Ah oui, non, on si parlait c'est de qualité fonctionnel du ou mouvement. pas. Ouais, c'est un peu différent comme concept parce que là, si on parle d'un mouvement pour un mouvement, c'est juste comment le mouvement est fait. Mais en Mais fait, dans une tâche, c'est différent. La qualité de la tâche, là, on parle de... mais ça veut dire qu'il faudrait avoir des critères auxquels on compare pour dire la qualité, elle est suffisante ou pas. Mhm. Mais quand on parlait de fluidité, c'est un critère de qualité. Ben oui, Vitesse. mais tu sais, mettons, il y a des tâches que la fluidité est super importante, puis tu en as d'autres tâches que la fluidité est pas si tant importante. Fait que c'est... Fait que c'est l'observation qualitative Mhm. du mouvement et non le mouvement a-t-il réussi à accomplir la fonction, mais le comment. Je pense que tu l'as bien dit tantôt. Ouais, c'est comment le mouvement s'effectue. Ouais. Puis après, je pense dans un deuxième temps, si tu connais un peu ce que la tâche nécessite, tu peux dire est-ce que là la qualité du mouvement elle est suffisante pour que la tâche soit effectuée avec qualité parce qu'il y a des tâches qui vont en avoir besoin puis d'autres que non. On est rendu à réflexe primitif. Ça aussi, c'est un autre gros sujet. Yeah boy. Wow, hein? Mais OK, en 3 mots. Programme automatique. du développement. Oui, des mouvements préprogrammés qui guident le bébé dès sa naissance, même avant sa naissance, pour naître et dans les premières étapes de sa motricité. Je promets qu'on reviendra sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh, je te crois. OK. On poursuit avec S, stabilité proximale. Alors, stabilité, quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable. Et proximal. Alors, proximal veut dire proche de l'axe. Alors, proche de l'axe, quelque chose qui est stable et proche de l'axe, ça veut dire que la musculature qui est proche de la colonne vertébrale Ouais. sert à stabiliser ce qui est loin de la colonne vertébrale. Donc, son contraire serait la stabilité distale. Ouais. Disons que je prends mes poignets et que je les mets forcément en extension. Ouais. Et là, je bougerai mes doigts et là, j'aurai une stabilité distale qui permet de la mobilité aussi distale. Ouais. Moi. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, pour permettre la stabilité distale, il y a comme 2 possibilités. La première, c'est que justement, on est stable en proximal au niveau de nos muscles. Mais si on l'est pas, puis que c'est pas possible jamais de l'être, ben, il existe des façons de compenser et puis on peut utiliser des équipements ou des différentes Posture compensatoire. c'est ça, aussi il y a des gens qui c'est ça qu'ils utilisent des différents coussins, des différentes chaises, des différentes peu importe qui vont aider à devenir plus stable quand c'est difficile de le faire Ouais. par soi-même ou de façon longtemps, en fait. Parce que des fois, on se fatigue aussi, hein. Le commun des mortels, dans la même position longtemps. Donc, stabilité proximale. On pourrait aussi faire des liens avec la ceinture scapulaire et pelvienne de tantôt, qui permettent la stabilité proximale. J'aime ça quand on relie les choses ensemble. Ah, ça fait rapport aux ceintures, c'est bien relié ensemble. Oui. Ah oui. Tout à fait. ST tonus. Tonus. C'est quoi le tonus? C'est quoi la différence avec la force? Au repos, en fait. La fermeté du muscle au repos. C'est ça. C'est que t'as quelque chose qui se produit dans tes nerfs, qui envoie des signaux à tes muscles, puis qui les garde avec une certaine tension, prête à agir d'une façon constante. Donc, c'est comme le niveau de réactivité du muscle avant qu'on lui donne un message d'agir. C'est ça. Ce qui fait qu'il va être plus prêt et plus apte à faire son travail de mobilisation ou stabilisation. Et quand on dort, notre tonus musculaire, il est différent.
parce que notre état d'éveil est différent. Ouais. Fait qu'on pourrait avoir pas assez de tonus, on appellerait ça de... Hypotonicité. Et trop de tonus, on appellerait ça... Hypertonicité. Et dans les deux cas, ça peut rendre la stabilité beaucoup pour l'hypotonicité, le contrôle plus difficile. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant aussi de peut-être rappeler ou mentionner, c'est que ça, c'est contrôlé. C'est pas dans le muscle que ça se passe, le tonus. Le tonus, c'est régularisé par une partie du cerveau. Donc, les gens pensent pas à ça, hein? Mais oui. Finalement, c'est la réaction face à la perception de la gravité qui va augmenter le tonus aussi. Là, il y a des liens avec ça. Le cervelet aussi joue un rôle dans le tonus musculaire. Ouais, plusieurs parties cérébrales. OK. Alors, quand ça se complique, on change de mot. Avant que ça change. On pourrait en parler trop longtemps. On pourrait. Un petit simple unilatéral. Un. Latéral côté. Un côté. J'ai tout dit. Alors, on utilise ce terme-là beaucoup quand on parle, par exemple, de la motricité fine, les mouvements unilatéraux, qui devraient être unilatéraux. Et petite référence au fait que des fois, on veut quelque chose d'unilatéral et ça devient bilatéral. Des fois, il y a les syncinésies. Oui, les mouvements associés. Des fois, une activité devrait être unilatérale et on utilise deux mains. Et d'un autre côté aussi, on pense pas, mais on pense que l'écriture est unilatérale, mais pas nécessairement parce qu'il y a une main qui stabilise, une main qui assiste discrètement, mais elle est là. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Des mots pratiques et utiles pour définir les différents types de mouvements visuo-moteurs. On en a parlé un petit peu tantôt. Je te laisse le faire. La coordination d'une information visuelle à mon plan moteur. Comme si je veux attraper un ballon, il faut que je perçoive la position du ballon pour être capable de réagir au bon moment. Si je veux découper sur une ligne, ben je dois percevoir la ligne, de même écrire sur la ligne. Ça serait ça, en gros. Ouais. Fait que donc, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais on n'était pas en onde. Quand on a fait le parallèle avec oculomoteur et visuomoteur, moi, j'ai aimé l'explication que tu m'as donnée. Je trouvais ça intéressant d'aller comme distinguer l'oculomoteur du visuomoteur parce que l'oculomoteur s'occupait de faire bouger les yeux simplement. Tandis que le visuomoteur avait une composante d'analyse perceptuelle de qu'est-ce qui se trouvait devant. Ensuite, planifier la coordination entre les yeux et la main. Mais quand on parlait de oculomoteur, on parlait strictement de moteur. On parlait des muscles, des mouvements des yeux, tandis que quand on utilise le mot visuo, à ce point-ci, on parle de la composante sensorielle, donc la perception visuelle de l'espace et non le mouvement des yeux. Bien sûr, pour percevoir correctement, si je vais avoir utilisé mes muscles de mes yeux pour les placer à la bonne place. Mais visuomoteur, c'est vraiment la coordination du sensoriel et moteur pour œil-main, finalement. C'était juste ça. Des deux. Je trouvais ça intéressant d'en reparler. Il reste 2 lettres. En fait, le W. W. On n'a pas trouvé grand-chose d'autre qui commence par W, à part de se dire, ben, il y a une position à laquelle on réfère. Ouais, c'est une posture assise avec les jambes repliées vers l'arrière au sol en W. C'est vrai, c'est une posture ou une position. Oh! Hein? Et ce serait une posture qu'on va qualifier en qualité de mouvement, de compensatoire. Donc, si l'enfant... C'est le fun, on va faire plein de liens là. Par exemple, si l'enfant manque un peu de tonus ou de force ou de contrôle, de stabilité dans sa posture, mais ça se peut que ça soit plus difficile de rester comme assis en tailleur. Ouais. Ça demande trop d'efforts. Ouais. Alors là, il va utiliser sa biomécanique pour venir positionner ses muscles, pas ses muscles, mais ses extrémités. Ses extrémités d'une manière à ce que ce soit plus stable et que ça soit le squelettique qui tient un peu plus, qui aide à tenir la posture plutôt que juste le musculo. C'est une stratégie biomécanique de compensation
J'avoue que tu as utilisé beaucoup de mots, mais là, c'était beaucoup de points au Scrabble, ça, Josiane. On en reparle du W. On va faire un épisode là-dessus, ça, c'est sûr. Il reste 2 lettres. Il reste 2 lettres, allons-y. On les fait rapido. On fait rapido. OK. Yoga, on était un petit peu handicapé avec le Y. Pourquoi moi, le je trouve yoga? ça intéressant, le yoga. C'est vrai que c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant parce que on a parlé de posture, mais tu sais, le yoga, c'est l'activité par excellence pour aller travailler la posture et la flexibilité. C'est merveilleux. Oui. Et la conscience corporelle aussi. Parce que tenir une position, copier une position, avoir... En fait, c'est intéressant parce que le yoga laisse le temps aux gens de bien comprendre la position. Laisse le temps au système nerveux de bien percevoir les informations proprioceptives, vestibulaires et de les utiliser pour maintenir justement une position. Oui. C'est pas stressant faire du yoga. Au contraire, ça détend. Mais c'est pas facile si on n'est pas flexible. Non. Si on n'a pas beaucoup d'amplitude articulaire. Il y a plusieurs niveaux de yoga. C'est sûr que moi, je pense que on s'embarque pas dans un cours avancé. Il y a des cours de débutants, quand même. Puis il y a moi, je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes pour les enfants maintenant que des spécialistes ou des thérapeutes ont inventé pour le yoga. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle activité, le yoga. Moving on! Que pensez-vous nous avons trouvé pour le Z? Je garantis que personne l'a trouvé. 1, 2, 3, arrêtez l'enregistrement et essayez de trouver un mot qui touche la motricité qui commence par Z. Le zoomorphisme, ça va avec le yoga précédent. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je connais le yoga des animaux, qui est un excellent exercice de zoomorphisme pour prendre conscience de comment les humains bougent en regardant comment les animaux bougent. Est-ce que, tu parles de yoga des animaux, mais est-ce que faire des marches d'animaux comme on fait souvent en ergothérapie pour stimuler le développement du contrôle postural d'une manière ludique chez les enfants, ça serait aussi une activité de zoomorphisme? Ben oui, parce que morphisme, métamorphose, mouvement. Ah oui, on se transforme en animaux. On se transforme. Puis, en fait, non, c'est vrai, t'as raison, c'est transformer, t'as raison. Métamorphose ou morphologie. Morphologie, c'est comment... La morphologie, c'est comment c'est fait. Oui, c'est la forme. La forme, la forme. Donc, quand on attribue forme ou le mouvement ou la position d'un animal à un être humain, on appellerait ça du zoomorphisme. C'est faire les analogies. Ouais. C'est regarder comment quelque chose d'autre bouge, puis de se demander, est-ce que moi, je bouge de la même façon? Ouais. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Comment mon corps peut s'adapter pour faire la même chose? Et ça, c'est excellent pour la planification motrice. Véro! A à Z sur la motricité, ça a bien été. On avait plein de choses à dire. Hein? C'était parfait. Merci. Puis, on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye! Ciao! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!